Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce plateau de l'échiquier international. Accra, au Ghana, ce vendredi, marque la deuxième journée du conclave au niveau des chefs d'état-major de la CEDEAO, avec à l'ordre du jour les moyens logistiques à mettre en place pour une éventuelle intervention des casques blancs, la force militaire du bloc. Pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, cette rencontre deuxième du genre depuis le coup d'État du 26 juillet dernier contre le président Mohamed Bazoum intervient quelques jours après que les chefs d'État du bloc ouest-africain ont donné leur feu vert pour la mise en place d'une force d'attente en vue de résoudre la crise politique que traverse le pays depuis ce coup de force. Cette deuxième journée de conclave était fortement attendue, surtout en vue des affirmations du commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques, Abdel Fattah Moussa. Il explique que la force en attente a déjà assez d'hommes pour une opération, qu'elle possède des ressources propres, que le soutien financier des pays occidentaux n'est pas obligatoire, même si cette aide serait la bienvenue. Des déclarations belliqueuses, puisque d'un côté, la CEDEAO affirme vouloir favoriser la voie du dialogue, mais reste assez discrète sur la forme de ce dialogue, ou encore de la feuille de route à adopter pour y parvenir, mais se lance déjà dans la préparation logistique d'une éventuelle intervention censée être un dernier recours. C'est presque une cacophonie. Madame, Monsieur, je vous retrouve tout de suite après le jingle. Madame, Monsieur, donc ce soir aussi, l'échiquier international se penche sur la crise politique que traverse le Niger à la lumière de cette deuxième et dernière journée du conclave de la CEDEAO. Et j'aurai le plaisir d'être accompagné d'Abdul Karim Mohamedou, journaliste indépendant et correspondant de Ifriqiya FM, qui nous rejoint depuis Niamey au Niger. Bonsoir, Abdul Karim. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais aussi de Omar Barti, sociologue, qui nous rejoint depuis Oran, en Algérie. Bonsoir, Monsieur Omar Ben Barti. Bonsoir madame, très heureux de vous voir et très heureux de parler à votre micro. Merci. Alors, avant d'entamer cette émission, de rentrer dans le vif du sujet, la déclaration finale de cette deuxième journée de conclave vient juste de tomber et la CEDEAO finalement campe sur ses positions. Je commence avec vous, Abdel Karim. Quelle lecture faites-vous à chaud de cette déclaration finale? La déclaration, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme tous les Nigériens, c'est la typification, la désolation totale, parce que pour nous, la CEDEAO n'a pas mesuré la gravité de la situation et des conséquences qui pourraient découler des actes qu'elle va poser, de la guerre qu'elle va mener au Niger, parce que comment d'abord elle va mener l'opération chirurgicale pour exfiltrer le président Bazoum et neutraliser les militaires qui le détiennent. Les militaires, on se rappelle, le palais présidentiel, le camp de la garde présidentielle est contigu à la résidence du président Bazoum. Il y a un accès qui lie le garde présidentiel, il vit avec ses familles, il y a des femmes, il y a des... on aura des conséquences fâcheuses et guerre-là que la CEDEAO veut mener au risque d'aggraver toute la sous-région. Très bien, merci Abdel Karim. Évidemment, toute la journée, l'ensemble des rédactions du Monde étaient attachées à cette déclaration finale, les observateurs aussi. Mais on revient à la journée d'hier avec vous, Omar Ben Barti, et le premier constat qu'on peut faire de cette ouverture, hier jeudi, une absence remarquée, celle des chefs d'état-major du Cap-Vert, qui a décliné l'invitation en raison de son opposition à l'idée de l'emploi de la force contre le Niger, alors que Ouattara et plusieurs autres dirigeants du bloc affirment que cette intervention fait l'unanimité au sein de l'organisation. Serait-ce là des premiers signes de la fragilité de la CEDEAO et de sa capacité à être d'accord finalement? Oui, je crois que la CEDEAO, d'abord, elle est au-delà de la fragilité. C'est une coquille vide. Il ne faut pas se faire d'illusions et ne pas se laisser bercer par leurs gesticulations, parce que, quel que soit X, le Niger a pris son destin en main et cette histoire d'intervention, entre guillemets, puisqu'en vérité c'est une véritable agression à laquelle appellent certains chefs d'État de cette CEDEAO, il est clair que nous sommes dans une situation que l'on connaît déjà. L'Afrique, ça fait plus d'un siècle qu'elle est en guerre avec le bloc occidental. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus, il ne faut pas se laisser piéger
par les mots et les syntaxes qu'utilise justement cet Occident, du style intervention militaire ou ingérence, etc., etc. Il est clair que la position d'un pays comme celui que vous venez de citer se rapproche de celle de l'Algérie, puisque l'Algérie a, dès le début, déclaré d'une manière très ferme qu'il était hors de question qu'elle accepte une intervention de quelque nature qu'elle soit, et surtout une intervention, une agression militaire. Car nous avons déjà vécu une situation pareille avec la Libye, et il est évident que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous ne permettrons à personne, quand je dis nous, je parle de l'armée nationale populaire algérienne, qui est dans ce sens la digne héritière de l'ALN. De ce point de vue, l'Algérie, elle est fidèle à sa doctrine qui consiste à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que la non-ingérence est un des fondements de la diplomatie algérienne, un fondement qu'elle défend depuis l'indépendance et même du temps de la décolonisation. Tout à fait, tout à fait. Et parce que l'Algérie est consciente, puisque nous sommes un des rares pays d'Afrique à avoir fait une guerre de libération pour nous libérer de ce colonialisme féroce et barbare que nous avons vécu. Donc nous savons de quoi nous parlons. Ce qui fait que la doctrine de l'Algérie n'a pas changé d'un iota. De ce point de vue, les pays qui entourent le Niger, les pays frontaliers du Niger, ont exprimé déjà certaines positions. Et nous avons vu ce qu'a dit le Mali, ce que dit le Burkina Faso. Le Nigeria est dans une situation pénible parce que les populations qui sont entre cette frontière artificielle sont des Haoussa et donc n'ont aucune envie de se taper dessus. Donc il n'y a que des saltimbanques, il n'y a que des Pinocchio, une mafia qui gère cette CEDEAO et à la tête de laquelle se trouvent bien entendu 2 ou 3 présidents comme, et je cite leur nom, Macky Sall, celui du Sénégal et celui de la Côte d'Ivoire, qui essayent de faire croire ou de faire accroire aux populations qu'il y a nécessité d'aller intervenir au Niger. Mais au nom de quoi? La question qui se pose, c'est au nom de quoi? Qui sont ces gens pour donner des leçons de morale aux autres? Ça, c'est le premier point. Le second point, il ne faut pas oublier que nous sommes le 18 août et dans 4 jours se tient le sommet des BRICS en Afrique du Sud, sur le continent africain. Et là, toute cette gesticulation à laquelle nous sommes invités consiste justement peut-être à faire oublier un peu l'enjeu qui est au cœur de ce sommet des BRICS, qui devra avoir l'adhésion de plusieurs pays qui ont demandé justement à adhérer à ce groupe. De sorte que le bloc occidental se sent dans une situation difficile. Et donc, se font aider par ces larbins et tous les médias à sa disposition, il utilise sa phraséologie classique éculée que nous connaissons très bien, nous, en Algérie, pour faire peut-être dévier la préoccupation des Africains qui est celle du développement. Très bien, merci M. Amal Benbarti d'avoir rappelé les enjeux qu'il y a entre les puissances impérialistes justement qui se battent pour l'Afrique. Je reviens vers vous, Abdelkarim Mamadou, et est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation de cette journée au Niger? Comment s'est passée cette journée au Niger, au moins dans les principales villes? Oui, la situation, vraiment, elle était véritablement très tendue. Les gens, ils attendaient cette décision, ils attendaient la décision, les conclusions de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, parce que tout le monde était accroché, tout le monde avait les oreilles tendues vers Accra. Ceux qui ont des parents là-bas à Accra, ceux qui peuvent avoir quelques informations, qui ont des connaissances au niveau des institutions, notamment de la CEDEAO, cherchaient à savoir vraiment ce qui se disait dans les coulisses. Mais ce n'est pas une surprise pour les Nigériens aujourd'hui, cette décision-là passe pour les Nigériens. Cette décision-là, excusez-moi d'employer le terme du général de Gaulle qui qualifiait l'ONU de machin. Eh bien, pour les Nigériens, cette CEDEAO-là, elle a cessé d'être une CEDEAO des peuples, mais plutôt une CEDEAO des syndicats du chef d'État. Le chef d'État a mal même pour eux des situations pareil. Donc, les Nigériens ils sont solidaires avec leurs forces de défense et de sécurité, ils sont solidaires avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et aujourd'hui, en tout cas, déjà demain samedi, on va commencer l'enrôlement des jeunes volontaires pour combattre les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire que les Nigériens, aujourd'hui, dans la grande majorité, ne sont pas d'accord avec la situation. Ils sont soudés derrière leur forces de défense et de sécurité, vaille que vaille. La CEDEAO aujourd'hui
n'a plus de crédibilité aux yeux des Nigériens. C'est vrai que la tension est vive, c'est vrai que sur les frontières aujourd'hui, les nerfs sont à fleur de peau parce qu'on ne sait pas par où va partir la guerre. Les gens pensent que c'est du côté du Nigeria, du côté du Bénin. C'est pourquoi aujourd'hui, les frontières sont bouclées, les frontières sont hermétiquement surveillées par les forces de défense et de sécurité. Restez avec moi, Abdelkarim. La prochaine question est aussi pour vous. Les interventions militaires pour rétablir ce que je vais mettre entre guillemets l'ordre constitutionnel ou la démocratie sont régies par le droit international. Pourquoi est-ce que la CEDEAO entrave le droit international finalement? Mais c'est une question à 1 milliard. Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens se demandent pourquoi les juristes, les spécialistes des questions de droit international se sont prononcés. La CEDEAO ne peut pas aujourd'hui marcher, en tout cas, décider à elle seule sans passer par les systèmes des Nations Unies, par l'ONU, et pour intervenir. On ne comprend pas pourquoi cet entêtement-là. Seuls eux, les chefs d'État qui ont décidé de cette situation, peuvent l'expliquer. Mais les Nigériens aujourd'hui ne comprennent pas du tout la décision de vouloir mener la guerre au Niger. Très bien, merci Abdelkarim. Donc ce flou juridique qui est en train de maintenir la CEDEAO, je reviens vers vous Omar. Par contre, il y a un grand absent de ce débat, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas réagi pour condamner la CEDEAO. Pourquoi Omar, le Conseil de sécurité est absent alors que l'ONU a réagi, l'Union africaine a réagi, l'Algérie a réagi? Le Conseil de sécurité ne peut être qu'absent à partir du moment où il sait que s'il y a une proposition d'agression contre un pays africain comme le Niger, il y aura une opposition avec l'exercice du droit de veto de deux pays qui sont la Fédération de Russie et la Chine. Donc à partir de ce moment-là, nous savons très bien comment les choses fonctionnent au niveau du Conseil de sécurité. Donc ils essayent de faire jouer, entre guillemets, le mot jouer n'est pas adapté probablement, mais ils essayent de faire intervenir à partir de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc., de certaines marionnettes, une intervention, une agression d'un pays qui est important parce que l'enjeu est primordial. L'enjeu est primordial, pourquoi? Parce que la France, qui est déterminante dans ses intérêts au niveau de l'Afrique, en particulier pour le Niger, puisque nous savons que le Niger est un pays qui produit de l'uranium. Et puis, il y a le gaz. N'oublions pas qu'il y a aussi un grand projet qui devait relier le Nigeria à travers le Niger et l'Algérie pour acheminer du gaz vers l'Europe. À partir de ce moment-là, vous comprendrez bien que ce ne sont pas les marionnettes à l'écoute desquelles nous sommes à Accra qui vont décider de quoi que ce soit. Ce ne sont pas eux qui décideront. Ils n'ont aucun moyen de le faire. Et nous savons pertinemment que c'est ce qui s'est passé en Libye, lorsque l'OTAN a décidé de détruire un pays comme la Libye. C'est pas le Niger ou l'Algérie ou l'Égypte ou je ne sais qui a été sollicité. Donc il faut être très clair, il faut cesser de se gargariser de ces mots inutiles qui nous ont piégés et qui piègent le continent africain depuis des siècles dans cette histoire de Conseil de sécurité. Vont-ils attaquer, ne vont-ils pas attaquer? S'ils doivent attaquer, ils attaqueront. Et l'OTAN n'a jamais pris de gants pour attaquer, que ce soit en Ukraine, en Irak, en Libye, etc., pour détruire, pour maintenir son rapport de force. À partir de ce moment-là, la conclusion que nous devons tirer, nous, Africains, c'est d'être dans un rapport de force qui soit plus ou moins équivalent. C'est-à-dire que nous devons développer une force qui fait en sorte qu'il n'est pas question pour ces pays-là de pouvoir toucher à un cheveu d'un des pays africains. Mais toute la question reste à un tam-tam qui se fait entendre de manière virulente en permanence à partir de la réunion des chefs d'État. La CEDEAO, c'est une coquille vide, nous le savons tous. Elle fonctionne avec une monnaie qui n'est pas la sienne, qui est imprimée à Chamalières, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous n'avez pas la souveraineté de votre monnaie, vous ne pouvez pas prétendre avoir une souveraineté militaire. Et ce ne sont pas la Côte d'Ivoire ni l'armée du Sénégal qui vont pouvoir attaquer le Niger. Nous savons très bien que c'est une agression qui est programmée, mais sera programmée avec l'OTAN. Et à sa tête, bien entendu, la France, comme ça s'est fait en Libye. Donc, il ne faut pas se gargariser de mots, il ne faut pas qu'on reste piégé par cette phraséologie. Monsieur Benbarti, vous parlez justement de la France, mais on a l'impression que la France en ce moment est un peu isolée par rapport à ce dossier nigérian, dans le sens où elle est la seule à défendre clairement une intervention militaire et à soutenir la décision de la CEDEAO, tandis que d'autres puissances de l'OTAN, à l'instar des États-Unis, on a entendu Blinken,
favorise beaucoup plus la voie de la diplomatie. Pouvez-vous nous expliquer ce deux poids, deux mesures, s'il vous plaît? Oui, deux poids, deux mesures, non, ils ont toujours le même poids et la même mesure, mais ils fonctionnent de manière selon leurs intérêts. Nous connaissons la rationalité occidentale et nous savons comment fonctionne le bloc de l'Occident. Ils fonctionnent selon des intérêts propres. Lorsqu'ils ont intérêt à développer une action, ils se retrouveront, s'ils ont des intérêts communs. Actuellement, la France se retrouve isolée parce que c'est, entre guillemets, c'est ce qu'elle a toujours prétendu, son précaré. Elle a perdu le Mali, elle s'est fait jeter du Burkina Faso, il lui restait le Niger et elle a un allié de taille qui est le Tchad. À partir de ce moment-là, avec ce qui s'est passé en Libye, nous, Algérie, nous Nigériens, nous Burundi, nous Togolais, nous devons être vigilants parce que ces gens-là n'ont, comme ils n'ont ni foi ni loi. Ils fonctionnent selon leurs intérêts. Si les Américains aujourd'hui ont intérêt à garder leur base au niveau du Niger, parce qu'elle surveille tous les mouvements qui viennent au milieu de l'Afrique, et les nôtres en particulier. Donc il est intéressant de comprendre que si leurs intérêts convergent avec ceux de la France, ils le feront. Mais si pour l'instant ils veulent déloger la France, parce que la France n'a plus les moyens de sa politique africaine, elle n'en a plus. La France-Afrique, ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est mort et enterré. Les opinions sont là pour le prouver. D'autant qu'il y a aussi un autre pays qui pointe à l'horizon, qui s'appelle la Fédération de Russie, qui arrive, elle, avec ses équipements et qui n'a jamais colonisé aucun espace en Afrique. Donc, à partir de ce moment-là, la Chine en face et la Russie qui vient avec sa position, on a beau l'attaquer sur sa milice, alors que des milices, il y en a en veux-tu, en voilà dans ces pays européens et occidentaux. Mais toujours est-il que la Fédération de Russie s'est alignée, elle est alignée sur les mêmes positions que l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, etc., etc. Il y a de nombreux pays qui ne sont pas d'accord. Donc, les agitations qui se font à Accra ne peuvent tromper personne. Nous savons que le bouton, il sera appuyé à partir de la France. Si la France se lance dans cette aventure, elle va le payer très cher, et elle le sait. Merci, M. Benbarti. Je reviens vers vous, M. Abdul Karim. Depuis quelques jours, on entend parler beaucoup de la CEDEAO des peuples, qu'en remplacement à la CEDEAO conventionnelle, la CEDEAO des États. Est-ce que finalement cette CEDEAO des États prend en compte le facteur humain? Il est question de guerre, et une guerre qui va bouleverser encore plus un pays, je parle du Niger, qui est face aux défis du développement. Très malheureusement, la CEDEAO ne prend pas en compte cela. Pour rappel, il y a quelques jours seulement, le PAM alerté sur une situation humanitaire catastrophique, un drame qui peut survenir au Niger, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 millions et demi de Nigériens qui sont dans une insécurité alimentaire grave. Cela pourrait aller avec les sanctions de la CEDEAO à 7 millions, voire plus. La situation est très difficile. La CEDEAO ne prend pas ça en compte. Il y a des villes qui sont bloquées au niveau des frontières du Bénin, du Nigeria, au niveau des ports. Énormément de vivres, des tonnes de vivres destinés au Niger, plus de 1400 tonnes, mais qui sont bloquées. Alors qu'aujourd'hui, au Niger, les populations souffrent. Il y a des situations très catastrophiques dans les zones, notamment en conflit, où les gens n'ont pas accès à la terre pour cultiver. Ils ne peuvent pas cultiver du tout aujourd'hui. Donc, parce que les djihadistes ont occupé les terres, les djihadistes les ont chassés de leurs terres. Les denrées alimentaires aujourd'hui, du fait de cette formation, de la fermeture des frontières, coûtent très cher. Il y en a qui ont augmenté de 12, 15, voire 20%. Et où est-ce qu'on va aller? Dans les jours à venir, cette guerre-là, c'est véritablement catastrophique. Restez avec moi, M. Abdel Karim. Il y a eu aussi un événement qui a été marquant ces dernières 24 heures, c'est la visite du Premier ministre, nommé par le CNSP au Tchad. Pourquoi le Tchad pour première sortie d'État officiel, entre guillemets? Le Tchad, parce qu'aujourd'hui, la France veut aussi s'appuyer sur le Tchad pour mener la guerre. Parce qu'on sait que le Tchad a des hommes aguerris. Aujourd'hui, le Tchad, c'est lui qui, depuis la lutte contre le terrorisme, le premier a envoyé plus d'hommes. Le Tchad a envoyé plus d'hommes que n'importe quel pays, que même la France qui a des hommes ici, qui a des bases ici, pour combattre le terrorisme au Niger. C'est des hommes de guerre. Donc, si la France s'appuie sur le Tchad et que le Tchad décide de mener la guerre au Niger, ça veut dire que ce sera plusieurs fronts. Le Niger ne pourra pas faire face. Donc, le Premier ministre
qui est un fonctionnaire de la BAD, le représentant de la BAD à N'Djamena, au Tchad, qui connaît donc le président Déby Itno, il est allé chercher le soutien du Tchad. Même si le Tchad ne devrait pas intervenir, ce serait intéressant. Donc, il peut avoir un soutien favorable. Si le Tchad aujourd'hui décide de ne pas intervenir, ce sera une bouffée d'oxygène pour les militaires nigériens, parce que contrôler la frontière avec le Tchad, c'est très difficile. C'est une zone souvent qui devient un no man's land avec toute forme de banditisme, les coupeurs de route, les bandits qui occupent dans la zone là. Et c'est la zone aujourd'hui ici très pétrolière. Le Niger y compte beaucoup. Donc le Tchad peut vraiment être un très bon allié du CNSP et empêcher que l'on passe par son territoire, par ses frontières ou par les airs même pour mener l'attaque contre le Niger. Très bien, merci Abdelkarim. Je reviens vers vous, Monsieur Benbarti. Il y a eu un autre événement ou des déclarations intéressantes qui ont été faites par le Conseil européen qui prévient de sérieuses conséquences si l'état du président Mohamed Bazoum se détériore. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de sérieuses conséquences ? Le Conseil européen, c'est la voix de son maître, comme dirait l'autre. Et donc à partir de ce moment-là, leur attitude est tout à fait compréhensible. Lorsqu'ils ont quelqu'un qui leur sert sans aucune discussion et qui s'appelle Mohamed Bazoum, il est évident qu'ils vont faire feu de tout bois pour dire attention à sa santé. Nous savons pertinemment que les militaires qui ont fait le coup de force au Niger et pour se débarrasser d'un président marionnettiste, ces militaires-là savent très bien ce qu'ils font. S'ils avaient voulu le supprimer, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Donc c'est une monnaie d'échange. À la limite, soit il se démet, il présente sa démission comme ça s'est passé dans d'autres pays, soit il se fera assassiner. Et le Conseil européen n'en a strictement rien à cirer de Mohamed Bazoum, comme il n'en a rien strictement à cirer de Macky Sall ou d'Alassane Dramane Ouattara. Donc ces gens-là sont des larbins, des vassaux. Et il n'y a pas lieu de rentrer dans le discours. C'est ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. On nous a, les médias mainstream de la France en particulier, mais de l'Europe d'une façon générale, nous ont tartiné les oreilles avec leur histoire de la victoire de l'Ukraine, etc. Comment peut-on imaginer l'espace d'une seconde que l'Ukraine puisse vaincre un pays qui s'appelle la Russie ? Il faut ne pas connaître l'histoire, il ne faut pas connaître la Bérésina, ni Hitler, ni la Deuxième Guerre mondiale, pour prétendre qu'un jour un petit pays comme... Sauf que ça fait partie de leur discours. Ils fonctionnent dans une idéologie qui est restée une idéologie colonialiste, dans laquelle ils croient que tout le monde doit se retrouver et utiliser leur phraséologie, leurs termes. Notre ami tout à l'heure a parlé de djihadistes. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Le djihad ne se fait pas au Niger. Comme nous aussi, nous avons eu des terroristes pendant la décennie noire. Il ne faut pas confondre les choses. On a parlé en Syrie, mais en Syrie, qui c'est qui soutenait les pseudo-djihadistes? C'était Laurent Fabius et compagnie, le gouvernement de Hollande. Donc il faut être clair. Il faut appeler un chat un chat. On ne peut plus continuer à fonctionner avec une terminologie qui ne nous appartient pas. Ce sont des bandits, des voyous, des terroristes qui vivent de drogue et qui attaquent et qui tuent et qui détruisent. Très bien. Merci, Monsieur Omar Benbarti, d'avoir été avec nous. Merci. Merci aussi, Monsieur Abdelkarim, de nous avoir accompagnés durant ces 26 minutes. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce Téchéki international.